Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais continuer ce chapitre 2 qui est sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique et on va voir la partie numéro 5. Donc, je rappelle que c'est un cours de physique quantique destiné à la filière SMP, semestre S5. Alors, le plan de cette partie, on va parler de ce qu'on appelle les vecteurs propres et valeurs propres. On va voir les valeurs propres non dégénérées et puis on va parler du degré de dégénérescence d'une valeur propre. On va montrer comment on va déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres d'un opérateur en résolvant ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Et puis je vais terminer en vous donnant un exercice, une application, un exercice corrigé sur la méthode de résolution de l'équation caractéristique. Donc EC, c'est l'équation caractéristique. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vecteur propre et valeur propre? Là, donc, on va donner la définition. On a un vecteur qu'on note phi n et dit vecteur propre, que je vais abréger sous cette forme-là. Donc, il est dit vecteur propre d'un opérateur A qui est associé à la valeur propre AN. Donc, phi n est un vecteur propre de l'opérateur A qui est associé à la valeur propre AN. Eh bien, si l'action de l'opérateur A sur ce vecteur phi n donne comme résultat le même vecteur phi n multiplié par un scalaire, un nombre scalaire, et ce nombre scalaire, c'est AN. Alors, l'équation qui s'appelle équation aux valeurs propres s'écrit de la manière suivante. Donc, l'action de A sur le vecteur propre phi n est égale au vecteur propre phi n multiplié tout simplement par un nombre scalaire AN, et ce nombre scalaire AN, c'est ce qu'on appelle la valeur propre associée au vecteur propre phi n. Eh bien, l'opérateur, il va avoir un ensemble de valeurs propres, ça dépend de sa dimension, la dimension de l'espace des états. Eh bien, l'ensemble de ces valeurs propres forme ce qu'on appelle le spectre de A. Donc, qu'est-ce que c'est le spectre de A? Eh bien, c'est toutes les valeurs propres, c'est l'ensemble des valeurs propres de A. D'autre part, si on a deux vecteurs propres de l'opérateur A qui sont associés à deux valeurs propres différentes, eh bien, ces deux vecteurs propres sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire égale à 0. Alors, on va voir deux types de valeurs propres. Donc, il y a ce qu'on appelle une valeur propre non dégénérée. Donc, c'est très important dans les applications physiques. Eh bien, qu'est-ce que c'est une valeur propre non dégénérée? Eh bien, si à la valeur propre AN va correspondre un seul vecteur propre phi n, un seul vecteur propre phi n, eh bien, dans ce cas, on dit que cette valeur propre AN, elle est non dégénérée tout simplement. Parce que bon, d'une manière générale, à une valeur propre peut correspondre plusieurs vecteurs propres. Eh bien, dans le cas où à cette valeur propre va correspondre un seul vecteur propre, cette valeur propre est dite non dégénérée. Alors, l'équation de cette, on appelle l'équation en valeur propre, s'écrit de la manière suivante. Donc, pour cette valeur propre, AN, il y a un seul vecteur propre qui lui est associé, c'est-à-dire on a phi n qui est unique, mais en général, ce n'est pas toujours le cas. Alors, dans ce cas, on va parler de ce qu'on appelle le degré de dégénérescence d'une valeur propre. Alors, en fait, à la valeur propre AN peut correspondre plusieurs vecteurs propres différents, qu'on note phi n i. C'est-à-dire l'équation aux valeurs propres qui est la suivante. On a l'action de A sur ce vecteur propre est égale à la valeur propre, le même vecteur propre phi n i, mais avec i allant de 1 jusqu'à gn, est un entier différent de 0. Donc de 1, 2, 3, jn. OK? Eh bien, ce degré de dégénérescence va dépendre du nombre, enfin de l'ensemble des vecteurs propres qui sont associés à cette valeur propre. Eh bien, si on a Gn strictement supérieur à 1, eh bien, la valeur propre à n est dite Gn fois dégénéré. C'est-à-dire, bon, strictement supérieur à 1, ça veut dire supérieur ou égal à 2. C'est un entier. Donc, si Gn, par exemple, égale à 2, eh bien, on dit la valeur propre est 2 fois dégénérée, et ainsi de suite. Dans le cas où Gn égale à 1, eh bien, on revient au cas précédent, c'est-à-dire c'est le cas où la valeur propre à n est non dégénérée. Okay? Voilà donc qu'est-ce que ça veut dire si vous voulez, le fait d'associer plusieurs vecteurs propres à la même valeur propre. Bien, dans ce cas, le Gn, c'est ce qu'on appelle le degré de dégénérescence de la valeur propre à n. L'ensemble de ces vecteurs propres qui sont associés à la même valeur propre à n, ils forment un sous-espace.
un sous-espace de l'espace des états. Et ce sous-espace, il a une dimension Gn, c'est-à-dire on rassemble les Gn vecteurs propres de An. Bon, ils forment un sous-espace, c'est-à-dire ils vont former une base orthonormée. Autrement dit, le produit scalaire du même vecteur avec lui-même, c'est 1, et le produit scalaire de deux vecteurs différents, c'est 0. Hein. Donc, ils obéissent à la relation d'orthonormalisation, mais pas à la relation de fermeture. Hein. Bien. Alors, comment on fait pour déterminer ces valeurs propres? Donc là, je vais commencer par une détermination directe. C'est un cas particulier parmi les cas. Bien, c'est le cas où la matrice qui représente l'opérateur A hein, est représentée dans une base UI et elle est diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire diagonale? Eh bien, c'est-à-dire tous les éléments diagonaux ici, bon, sont les AI 1, 1, 2, et tous les éléments extradiagonaux sont nuls. Si vous voulez, s'il y a une valeur qui est différente de 0, eh bien, la matrice n'est pas diagonale. Hein. Donc, il faut que toutes les valeurs qui sont à droite par rapport à la diagonale et à gauche par rapport à la diagonale sont nulles. C'est dans ce cas où la matrice est dite diagonale. Quelles sont les valeurs propres dans ce cas? Eh bien, les éléments diagonaux que j'ai représentés ici en rouge, hein, donc les AII, que je rappelle qui sont égales, les AII, c'est la valeur, si vous voulez, c'est l'élément de matrice, ou bien, on pourra dire ici la valeur moyenne. Hein. Donc, c'est l'élément de matrice de A entre les mêmes vecteurs II. Donc, c'est le I, je rappelle, c'est l'indice, c'est le numéro de la ligne, et le I, c'est le numéro de la colonne, ils sont égales. Hein. Ils sont égaux, ces numéros-là. OK, bon, c'est ce qui correspond aux éléments diagonaux. Bien, alors ce AII eh bien, est égal à lambda I. Eh bien, ce sont ces éléments diagonaux qui constituent les valeurs propres de l'opérateur A directement. Hein. Donc, si vous avez une matrice diagonale, pour calculer les valeurs propres, eh bien, il suffit de prendre tous ces éléments diagonaux-là. Hein. Donc, ce sont les valeurs propres de l'opérateur A. Quels sont les vecteurs propres qui lui sont associés? Eh bien, tout simplement, ce sont les vecteurs de base UI sur lesquels on a constitué, on a représenté la matrice. Donc, les vecteurs de base UI dans lesquels est représentée la matrice de A, eh bien, sont directement les vecteurs propres de A associés aux valeurs propres lambda I. Hein, donc, on a l'équation aux valeurs propres A UI est égale à lambda I. Donc, lambda I, c'est la valeur propre. UI, c'est le vecteur propre qui lui correspond. Bien, donc ça, c'est le cas où, c'est une détermination directe, c'est le cas où la matrice qui représente l'opérateur A, elle est diagonale. Mais généralement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Eh bien, c'est le cas où la matrice est non diagonale, hein, c'est le cas, bon, qui n'est pas le cas précédent, bien sûr. Eh bien, cette équation caractéristique, c'est l'équation qui permet de déterminer les valeurs propres d'un opérateur A donné dans la matrice, elle est non diagonale dans une base donnée. Donc, en général, la base est toujours notée UI. Eh bien, si lambda est la valeur propre de A, alors on écrit l'équation aux valeurs propres sous la forme suivante. Donc, vous avez A phi n égale à lambda phi n, c'est-à-dire lambda, c'est la valeur propre, c'est l'ensemble des valeurs propres. Les phi n, c'est l'ensemble des vecteurs propres. La résolution de l'équation caractéristique, qu'on va écrire tout de suite, hein, eh bien, cette équation caractéristique, elle s'écrit sous la forme suivante. Donc, c'est le déterminant de A moins lambda que multiplie l'identité égale à 0. Eh bien, cette équation caractéristique permet de déterminer toutes les valeurs propres lambda de A. Bon, on écrit la matrice de A moins lambda que multiplie la matrice de l'opérateur identité, hein, et on calcule leur déterminant. Donc, le déterminant est égal à 0, et puis on résout l'équation caractéristique, on trouve les racines de cette équation qui ne sont autres que les valeurs propres lambda de A. Je vais vous donner à la fin une application de ce calcul-là, de la résolution de l'équation caractéristique. Bien, mais on va parler sur la détermination des vecteurs propres, c'est-à-dire comment on va déterminer les vecteurs propres une fois que nous avons résolu en quelque sorte l'équation caractéristique. Eh bien, la détermination des vecteurs propres eh bien, se fait de la manière suivante. Après avoir déterminé toutes les valeurs propres lambda n de A, bon,
La matrice de A, c'est une matrice de dimension n. On écrit les équations aux valeurs propres. Pour chaque valeur propre lambda est calculée à partir de la résolution de l'équation caractéristique. Eh bien, l'écriture successive des équations aux valeurs propres permet de déterminer les valeurs propres correspondantes aux valeurs propres lambda n. Voilà donc les équations aux valeurs propres. Donc les lambda n, ce sont les valeurs propres qui ont été calculées à partir de l'équation caractéristique, et les phi n, ce sont les vecteurs propres qu'on va déterminer, si vous voulez, si vous voulez, en écrivant leur, si vous voulez, sous forme de combinaison linéaire de la base dans laquelle on a représenté la matrice de dimension n de l'opérateur A. Ce qu'il faut noter, c'est que le nombre d'états propres, le nombre de vecteurs propres d'un opérateur est toujours égal à la dimension de sa matrice. C'est une matrice, la matrice elle a une dimension n, eh bien, il faut calculer n états propres, n vecteurs propres. Bon, pour le lambda, on peut avoir le nombre inférieur ou égal à n. Ça dépend du degré de dégénérescence des valeurs propres calculées. Bien. Alors là, je vais terminer par cet exemple. Je vais vous donner un exemple, un exercice en fait. Donc, un exercice sur la résolution de l'équation caractéristique, c'est-à-dire la détermination des valeurs propres d'un opérateur et les vecteurs propres qui leur sont associés. Voilà donc, on considère un opérateur hermétique. Donc là, je vous donne un exemple d'un opérateur hermétique d'une matrice qui n'est pas diagonale. Okay, donc vous avez ici matrice hermétique, donc vous avez tout ce qui est à droite ici, par rapport à la diagonale, il est le conjugué, donc moins i c'est le conjugué de i, et le i c'est le conjugué de moins i inversement. Et la diagonale, elle est réelle. Voilà un exemple d'une matrice d'un opérateur hermétique. C'est une matrice qui n'est pas diagonale, okay? Donc on va résoudre l'équation caractéristique, on va écrire l'équation caractéristique qui est déterminant de A moins lambda que multiplier l'opérateur identité égale à 0. Donc, on va prendre, si vous voulez, ce A-là, moins lambda que multiplier la matrice de 1. Bon, la matrice de 1, c'est une matrice qui contient des 1 sur la diagonale et des 0 partout, à droite et à gauche. OK, donc ce déterminant est le suivant, après avoir fait cette A moins lambda I. Voilà, donc les moins lambda vont se multiplier par les 1 qui sont sur la diagonale de l'opérateur identité. Les voici, donc moins lambda, moins lambda, moins lambda, plus des zéros. Donc moins lambda plus 0, moins lambda plus 0 et moins lambda plus 0. Et le reste, si vous voulez, les éléments extra-diagonaux de A, ils sont toujours là. Okay? Donc voilà l'expression du déterminant de A moins lambda 1 égale à 0. On va faire le calcul du déterminant. Eh bien, je suppose que vous savez faire ce calcul. Comment on fait? On prend moins lambda, premier terme en haut à gauche, multiplié. Alors, multiplié par quoi? Il faut barrer la première colonne et la première ligne. Donc, il faut multiplier par ce terme-là, bien ce petit déterminant qui est là. Le voici. Donc, moins lambda multiplié par ce petit déterminant, moins lambda i, moins lambda moins i. Moins lambda i, moins lambda moins i. On continue. Donc, on passe vers le deuxième élément qui est là. Donc, on fait moins, moins. Donc, moins, moins i, c'est-à-dire plus i multiplié par. Alors, on barre cette colonne 2, on barre la ligne 1. Ce qui va rester, c'est le déterminant formé par i0 et i moins lambda. OK, donc plus i, facteur de i0, i moins lambda. Et puis, plus 0, là, vous avez un 0. Bon, un 0. Donc, plus 0, donc on ne va pas l'écrire. Alors, tout ça, quand on va le calculer, donc est égal à moins lambda ici, facteur de, bon, ici, lambda carré, donc le produit de ces deux éléments-là, lambda carré moins le produit de i moins i, donc lambda carré moins 1, plus i, facteur de i moins i lambda, donc le produit de ces deux termes, donc voilà, i facteur de i moins i lambda. Voilà ce qu'on va trouver, donc moins lambda, facteur de lambda carré moins 1, plus i, facteur de moins i lambda. Et tout ça égale à 0. Bien sûr, là, vous avez i multiplié par moins i, c'est plus 1. On va mettre moins lambda en facteur, donc ça va faire ici lambda carré moins 2. OK? Bien, donc finalement, le déterminant de 1 moins lambda i égale 1 moins lambda facteur de lambda carré moins 2 égale à 0. Donc voilà, si vous voulez, c'est une équation à résoudre. Alors les solutions de cette équation, c'est lambda égale à 0 et lambda carré égale à 2, c'est-à-dire lambda égale plus ou moins racine de 2.
Donc, on commence en général par le positif, puis le 0, puis le terme négatif. Donc, les valeurs propres sont lambda 1 égale racine de 2, lambda 2 égale à 0 et lambda 3 égale à moins racine de 2. Donc, positif, nul et négatif. Et je rappelle la remarque que j'ai faite précédemment, c'est-à-dire lorsqu'on calcule les valeurs propres, lorsque l'opérateur il est hermétique, il faut faire attention, ils sont toujours réels. C'est bien le cas ici de notre opérateur hermétique. Voilà, donc nous avons déterminé les trois valeurs propres qui sont égales à la dimension de la matrice ici. Bon, ça veut dire que ces valeurs propres sont toutes non dégénérées. À chaque valeur propre va correspondre un seul vecteur propre. Si jamais nous avons trouvé deux valeurs propres, tout simplement, il va y avoir une valeur propre qui est non dégénérée et une valeur propre qui va être deux fois dégénérée. Et si on trouve une seule solution, une seule valeur propre, ça veut dire qu'on va trouver une valeur propre qui est trois fois dégénérée. Donc, mais là, ils sont toutes non dégénérées. Donc, maintenant, on va calculer leurs vecteurs propres associés. Comment on fait? Eh bien, on écrit tout d'abord les équations aux valeurs propres correspondant aux trois valeurs propres lambda n que je rappelle pour qu'on les voit en face de nous ici. Voilà les valeurs propres que nous avons calculées, les trois valeurs propres. Eh bien, l'opérateur A, c'est un opérateur qu'on a donné, donc c'est à trois dimensions. Autrement dit, il faut déterminer trois vecteurs propres de A qui sont associés, bon, pour cet exemple, aux trois valeurs propres qui sont différentes ici. Alors, ces vecteurs propres vont être exprimés dans la base UI, où on a représenté l'opérateur A. Donc, vous voyez bien, là, on écrit les phi n, qui sont vecteurs propres des valeurs propres lambda n, en fonction des vecteurs de base, U1, U2, U3, et puis voilà les composantes, alpha n, bêta n, gamma n, sont les composantes des phi n, des vecteurs propres phi n, dans la base formée par U1, U2, U3. Donc là aussi, on a trois vecteurs propres, c'est-à-dire on va avoir trois vecteurs phi n. N est égal à 1, 2, 3. Donc il y a d'une part les vecteurs de base qui sont 3, dans lesquels on a exprimé la matrice. D'autre part, il y a les vecteurs propres qui sont d'un nombre de 3, qui sont associés, trois valeurs propres qui sont là. OK? Donc le n est égal à 1, 2, 3. Donc le n ici, il est différent du i qui est là. Faire attention. Allons-y. Comment on va y procéder? Eh bien, tout d'abord, on écrit l'équation aux valeurs propres qui est a phi n. On va l'exprimer sous forme matricielle. C'est-à-dire, on va écrire la matrice de A et la matrice représentant le ket phi n. Et on a vu que le ket, c'est un vecteur uni colonne. Allons-y. Donc, j'écris la matrice de A. La voici, le A que j'ai donné tout à fait au début. Voilà le ket phi n. On écrit les composantes alpha n, bêta n, gamma n, et qui est égal à lambda n qui multiplie phi n, l'équation en valeur propre, et les phi n sont les mêmes vecteurs propres, qui sont dont les composantes sont alpha n, bêta n, gamma n. Alors là, si vous voulez, comment on va, donc là, on va multiplier ce vecteur-là avec la matrice. Donc je vais commencer par la première ligne, par exemple. On multiplie ce vecteur-là par la première ligne, ça va me donner moins i que multiplié bêta n égale à la première ligne ici, est égal à lambda n alpha n. Bien sûr, le alpha n par 0, c'est 0. Le gamma n par 0, c'est 0. Donc, ce qui va rester, c'est moins i bêta n est égal à lambda n alpha n. La deuxième ligne, on multiplie tout ça par cette deuxième ligne. On va avoir i que multiplie alpha n plus 0 que multiplie bêta n plus i que multiplie gamma n égale lambda n multiplié par bêta n. Donc, on va avoir cette équation-là. Donc, i alpha n plus i gamma n est égal à lambda n bêta n. Et puis, je vous donne aussi la troisième ligne qui est exprimée par moins i bêta n est égal à lambda n gamma n. Donc, on a trois équations, mais en fait, ce qu'on prend, on prend uniquement deux. Donc, lorsque la matrice est à la dimension 3, les équations qui sont indépendantes sont en nombre de n-1. Donc, on va prendre uniquement deux équations parmi ces trois équations. Et la troisième équation qu'on va utiliser, c'est la condition de normalisation des vecteurs propres phi n. Donc, j'ai déjà dit que ce sont des vecteurs qui obéissent à la relation d'orthonormalisation, c'est-à-dire chaque vecteur phi n
on va considérer qu'il est normé. Donc, le produit scalaire, bien, la norme de phi n, c'est la somme des modules, des modules au carré des composantes alpha n, bêta n, gamma n. Donc, c'est le module au carré de alpha n plus le module au carré de bêta n plus le module au carré de gamma n. Et cette somme est égale à 1. Bien, je rappelle que le module, ce n'est pas le carré. Hein. Faites attention, ce n'est pas le carré de alpha n, ce n'est pas le carré de bêta n, ce n'est pas le carré de gamma n, c'est le module au carré. Le module, ça veut dire que c'est alpha n. Par exemple, le module de ce alpha n au carré, c'est alpha n multiplié par son conjugué. Il est égal au carré lorsque la composante elle est réelle. Hein. Bien, donc je dis, on va utiliser uniquement deux parmi ces trois-là, et la troisième, on utilise celle-là. Alors, les deux qu'on va choisir, c'est celles qui vont, si vous voulez, nous servir, qui sont les plus simples, qui vont donner des résultats de la manière la plus rapide possible. Allons-y. On va donc commencer par la première valeur propre, lambda 1, qui est égale à racine de 2. Bon, moi, en général, j'utilise l'équation précédente qui est générale, et puis je remplace. Mais pour vous, en tant que débutant, je vais encore réécrire l'équation aux valeurs propres. Donc, voilà la matrice qui multiplie le vecteur propre. Phi 1, donc là, j'ai l'indice n égale à 1 ici. Hein, donc, n égale à 1, lambda 1, et le vecteur phi 1 est égal à lambda 1 qui multiplie phi 1. Lambda 1, voici, c'est racine de 2 qui multiplie le vecteur propre phi 1. Et on va voir laquelle qui va nous servir. Donc là, dans ce cas, je vais prendre la première ligne, ok, et la dernière ligne, la troisième ligne. Allons-y. Donc, moins i bêta 1 égale à racine de 2 alpha 1. Donc, c'est la première ligne. Et la troisième ligne, qui est moins i bêta 1 égale à racine de 2 gamma 1. Hein, donc là, j'ai moins i bêta 1. Là, j'ai moins i bêta 1. Donc, vous voyez bien que alpha 1, dans ce cas, égale à gamma 1. Donc, finalement, je rassemble ces deux équations dans une seule en exprimant bêta 1 en fonction de alpha 1, et puis qui est égal aussi à gamma 1. Donc, à partir de cette équation, on voit bien que alpha 1 égale à gamma 1 et bêta 1 égale à racine de 2 i alpha 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Eh bien, dans la condition de normalisation, on va écrire toutes les composantes en fonction d'une seule. Alors, on choisit alpha 1. Donc, je vais exprimer le module de alpha 1 au carré plus le module de bêta 1 au carré qui est égal au module de ce terme-là tout entier de racine de 2i alpha 1 plus le module de gamma 1 au carré, et gamma 1 est égal à alpha 1, donc on va avoir plus le module de alpha 1 au carré aussi. Donc, ce qui va donner, bon, je ne fais pas les détails, je l'ai expliqué. Donc, le module de alpha 1 au carré plus le module de gamma 1 au carré, ça va donner 2 modules alpha 1 au carré, parce que gamma 1 égale à alpha 1, et puis plus le module de bêta 1, et bêta 1, c'est racine de 2 i alpha 1 qui est ici. Hein, donc là, le 2, enfin, c'est le module de alpha 1 plus le module de gamma 1. Et le module de gamma 1, c'est le module de alpha 1. C'est pour ça qu'on a un 2 ici. Bien, donc on a deux modules alpha 1 plus 2. Bon, le module de i, c'est toujours 1. Rappelez-vous, c'est pas moins 1. Faites attention. C'est un module au carré, c'est pas un carré. Donc 2 alpha 1 plus 2, enfin 2 que multiplie le module de alpha 1 au carré plus 2, ça va donner 4. Donc on enlève on prend la racine, donc ce qui va donner le module de alpha 1 égale à 1 demi. Hein. Là, ça va donner 1 sur 4. Le module de alpha 1 au carré égale à 1 sur 4. J'enlève le carré, ça va donner le module de alpha 1 égale à 1 demi. Bon, quand je vais enlever le module, eh bien là, on a le choix de prendre soit un facteur de phase près. Bon, là, je prends l'élément réel tout simplement. Donc, je prends, en enlevant le module, je prends alpha 1 réel, donc est égal à 1 demi, un réel positif. C'est un choix. Hein. Bon, à la fin, je vais vous donner d'autres exemples, si vous voulez, lorsqu'on enlève le module, quels sont les choix possibles qu'on veut utiliser lorsqu'on exprime le alpha 1. Donc, on a déjà alpha 1 égale à gamma 1, donc toutes ces deux composantes sont égales à 1 demi. Okay, on va remplacer ici, donc il faut multiplier par racine de 2 fois i pour trouver bêta 1. Donc, le bêta 1, ça va être i divisé par racine de 2. Voilà le bêta 1, donc c'est i sur racine de 2. On va remplacer tout ça dans le phi 1. Donc le phi 1 égale alpha 1 U1, donc 1 demi U1, plus bêta 1 U2, donc i sur racine de 2 U2, plus gamma 1 U3, hein, et gamma 1 c'est 1 demi. Donc dans l'ordre, hein, ici c'est alpha, ici c'est bêta, et ici c'est gamma. Hein. Voilà donc le premier vecteur propre, phi 1, associé à cette valeur propre, lambda 1, qui est égale à racine de 2. Donc, vous voyez bien qu'elle est exprimée dans la base U1, U2, U3.
Bien, le deuxième vecteur propre qui est lambda, pardon, la deuxième valeur propre qui est lambda 2 égale à 0, eh bien, on va faire la même chose. Bon, je vous écris aussi l'équation aux valeurs propres. Donc, A qui multiplie le vecteur phi 2 ici, donc alpha 2, bêta 2, gamma 2, et qui est égal à 0 multiplié par le vecteur, c'est-à-dire 0, 0, 0. Hein. Donc, déjà, on va avoir moins I bêta 2 égale à 0. Donc, bêta 2 égale à 0, bien évidemment. Et puis là, je choisis la deuxième ligne ici, parce que la troisième ligne ne va rien me donner. Hein, donc, je vais retrouver bêta 2 égale à 0. Donc, je choisis la deuxième ligne qui donne I alpha 2 plus I gamma 2 égale à 0. Donc là, vous voyez bien que alpha 2 égale à moins gamma 2 dans ce cas. Hein, et bêta 2, bien évidemment, égale à 0. Hein, donc, on va le remplacer tout ça dans la condition de normalisation. Donc, le module de alpha 2 au carré plus le module de bêta 2, c'est 0. Bon, on ne va pas l'écrire. Plus le module de moins alpha 2 au carré, donc c'est plus. Hein. Donc, la condition de normalisation s'exprime tout simplement de qui multiplie alpha 2 au carré, qui vient de alpha 2 au carré, plus le module de moins alpha 2 au carré, parce que gamma 2 égale à moins alpha 2. Donc, on va enlever le carré, donc alpha 2 comme sous forme de module, alpha 2 égale 1 sur racine de 2. J'enlève le module et je prends aussi la partie réelle pour alpha 2. Donc, alpha 2 égale à moins gamma 2 égale à 1 sur racine de 2. Donc, j'ai pris alpha 2 réel positif. Bien sûr, gamma 2 égale à moins 1 sur racine de 2. Et bêta 2, c'est 0 déjà. Donc, quand on va exprimer le vecteur propre de lambda 2 qui est égal à 0, eh bien, il ne va y avoir que deux termes. Okay, le terme en U2, il est nul. Enfin, la composante, elle est nulle. Donc, phi 2 égale à alpha 2 qui est égal à 1 sur racine de 2 U1 plus 0 U2, bon, on ne l'écrit pas, ok, et plus gamma 2 c'est moins 1 sur racine de 2 U3. Voilà donc le deuxième vecteur propre qui s'exprime uniquement en fonction des vecteurs U1, U3. La composante suivante U2, elle est nulle. La troisième valeur propre est la dernière. Donc lambda 3 qui est égal à moins racine de 2, eh bien c'est le même truc qui se répète. Hein. Donc j'écris la matrice, le vecteur phi 3, et puis est égal à moins racine de 2 phi 3. Okay. Là aussi, je vais choisir la première ligne et la dernière ligne. Donc moins I bêta 3 égale moins racine de 2 alpha 3 et moins I bêta 3 égale à moins racine de 2 gamma 3. Donc vous voyez déjà aussi que alpha 3 égale à gamma 3 ici. Hein. Donc bêta 3, on exprime bêta 3 en fonction de alpha 3. Okay, donc bêta 3 égale à moins racine de 2, on multiplie par i ici. I multiplié par moins i, c'est 1. Et là, il va rester un i. Donc moins racine de 2i alpha 3. Et pour gamma 3, il est égal à alpha 3. Donc on va remplacer tout ça dans la condition de normalisation. Donc gamma 3 égale à alpha 3, ce qui va donner 2 que multiplier le module de alpha 3 au carré, plus le module de bêta carré, qui est celui-là. Je n'ai pas écrit le moins, hein, parce qu'on prend c'est un carré du module. Donc racine de 2i alpha 3 au carré qui est égal à 1. Donc là, je vais avoir 2 plus 2, c'est 4. Donc j'écris le module de alpha 3, c'est 1 demi. Voilà. Alors pour ce dernier cas, je vais vous donner, si vous voulez, lorsqu'on veut enlever le module ici, on prend le alpha 3, eh bien on a les choix. Hein. Jusqu'à présent, j'ai utilisé le fait que alpha 3 égale 1 demi. Je prends le réel positif. Mais c'est pas toujours, enfin, on peut ne pas faire toujours le même choix à un facteur de phase près. Donc, je peux écrire alpha 3 égale à 1 demi. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour les deux dernières, alpha 1, alpha 2. Hein. Mais pour alpha 3, je vais changer un petit peu pour que vous voyez bien comment on exprime le facteur de phase. Un autre choix, c'est de choisir un réel négatif. Hein. Donc, je peux écrire alpha 3 égale à moins 1 sur moins 1 demi. Mais ce qu'il faut faire attention, qu'une fois qu'on fixe la première composante, eh bien, les autres, ils le suivent. Hein. Enfin, ils suivent la valeur de alpha 3. Donc, on fixe le choix d'une seule, un facteur, enfin, de la première, un facteur de phase près, et après, on exprime les autres. Voilà le troisième choix. Je peux prendre I sur 2. Et bien sûr, le module de I sur 2, c'est 1 demi. Hein. Okay. Je peux choisir aussi alpha 3 égale à moins I sur 2. Okay. Donc, le module de moins I sur 2, c'est aussi 1 demi. Voilà. Donc là, j'ai donné 4 choix, mais il y a un choix qui est plus général. Bon, je n'ai pas la place pour le mettre ici. C'est un exponentiel
Iθ, enfin, c'est le facteur de phase dont nous avons déjà parlé précédemment. Mais là, je vais me contenter à vous donner ces quatre choix. Alors, on peut choisir parmi les quatre l'un ou l'autre. Hein. Bon, je peux choisir celle-là, par exemple. Mais vous pouvez choisir celle-là, vous pouvez choisir celle-là, ou bien revenir au cas précédent en prenant la partie réelle positive. Hein. Donc, le choix est libre. Enfin, vous avez le libre choix de choisir le facteur de phase qui vous convient. Voilà, donc une fois que je choisis alpha 3 qui est égal à I sur, I sur 2, alors on a le gamma 3 qui est égal à alpha 3, donc gamma 3 aussi égal à I sur 2. Hein. Une fois que je fixe l'une, l'autre, elle est égale, donc elle est aussi fixée. Bien, donc alpha 3 est égal à I sur 2. Lorsque je vais remplacer ici, alpha 3 égale à I sur 2, donc I multiplié par moins I, c'est 1. Donc je vais avoir bêta 3 est égal à 1 sur racine de 2. Donc maintenant, bêta 3 va être réel. Mais bien sûr, si vous aviez choisi 1 demi, hein, eh bien le bêta 3 va être, par exemple, ici, moins I sur racine de 2. Hein. Si vous avez choisi alpha 3 égale à moins 1 demi, vous remplacez ici, le bêta 3 va être moins 1 sur racine de 2, parce que vous allez avoir moins 1 qui multiplie moins I. Pardon, donc pour moins 1 demi, lorsque je multiplie ici par moins 1 demi, ça va être I sur racine de 2. Hein, bêta 3 égale à I sur racine de 2. Et ainsi de suite. Par exemple, si je choisis moins I sur 2, je remplace ici. Alors, le bêta 3 va être moins I qui multiplie moins I, ça veut dire moins 1. Hein, donc, je vais avoir bêta 3 égale à moins 1 sur racine de 2. OK? Donc, une fois que je fixe la première composante, les autres, ils suivent. Donc, ils suivent le choix fixé dès le début, enfin, dès le début du choix de la première composante. Voilà mon choix de la phase pour ce troisième vecteur propre. Eh bien, alpha 3 égale à I sur 2, gamma 3 égale à I sur 2, et bêta 3, c'est 1 sur racine de 2. Hein. Voilà. Donc, voilà, j'ai terminé donc cette partie numéro 5 du chapitre numéro 2. Il nous reste une dernière partie hein, pour terminer ce chapitre 2. Donc, on va se voir donc dans la partie numéro 6 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, merci pour votre attention.